Bonjour à tous, bienvenue pour pour ce Facebook Live, cette nouvelle vidéo. Je suis Ségolène Hart, je suis psychologue pour l'Accolade et je propose des Facebook Live une fois par mois sur différents thèmes au sein de l'Accolade. Aujourd'hui, nous allons parler des enfants en difficulté scolaire, quel que soit le type de difficulté, juste des simples difficultés, un retard dans l'une, l'autre matière ou d'une manière générale, ou des difficultés qui ont été diagnostiquées comme tous les troubles des apprentissages, dyslexie, dysgraphie, dyspraxie, etc., comme le TDAH, c'est-à-dire le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, comme la précocité. Et puis nous parlerons également des handicaps plus généraux, comme la trisomie 21, comme l'autisme, etc. Et cela, la question précise par rapport à toutes ces difficultés ou ces handicaps, ce sera comment aider ces enfants-là à avoir confiance en eux, à garder confiance en eux ou à retrouver confiance en eux. Alors, je souhaite le bonsoir à tous ceux qui arrivent au fur et à mesure. Pendant toute la durée du Facebook Live, vous pourrez me poser des questions dans les commentaires en dessous de la vidéo. Donc, pour cela, n'hésitez pas à les écrire. J'y répondrai en direct au fur et à mesure. Si vous voyez que je ne réponds pas à vos questions, c'est peut-être que je ne les ai pas reçues. Parfois, ça ne fonctionne pas. Donc, surtout, reposez vos questions, remettez-les sur les commentaires. Avec un peu de chance, ça arrivera cette fois. Je tiens absolument à répondre à toutes vos questions, sachant que chacune de vos questions peut aider d'autres auditeurs. Donc pour moi, c'est vraiment important que vous puissiez poser vos questions d'une part et que je puisse y répondre. Bienvenue à ceux qui arrivent. Merci Agnieszka pour ta fidélité. Et puis merci pour ton commentaire parce que ça me permet de vérifier que ça fonctionne. Donc bonsoir à tout le monde. Je vais d'abord commencer, contrairement à mes habitudes, par me présenter pour vous dire un peu d'où je viens et de quelle place je me permets de vous parler des difficultés scolaires ou du handicap en général. Parce que cette conférence ce soir, je vais la diviser en deux temps. Dans une première partie, je vais vous parler de ma réflexion par rapport au diagnostic et par rapport à la manière de poser le diagnostic, les conséquences que ça peut avoir pour l'enfant et pour le parent, ou pour tous les adultes qui entourent dans l'entourage de l'enfant, et comment ça peut avoir des répercussions justement sur la confiance en soi de l'enfant. Donc, toute la première partie, je parlerai vraiment du diagnostic et de ce que ça implique, selon moi. Et dans la deuxième partie de la conférence, je parlerai plus spécifiquement de conseils sur comment faire pour aider votre enfant à avoir, à garder ou à retrouver confiance en lui malgré les difficultés scolaires. Voilà pour ces deux parties. Et donc pour ça, ça me semblait vraiment important que vous puissiez comprendre quelle est mon expérience par rapport au handicap, par rapport aux difficultés en général, pour que ça puisse vous éclaircir sur ma manière ensuite de réfléchir et d'aborder le diagnostic. Parce que je sais que j'ai une manière de penser le diagnostic qui est assez atypique par rapport à la manière traditionnelle de le penser. Et donc, je voulais bien être au clair sur là où je pars. Donc, moi, je suis psychologue pour enfants et adolescents et j'ai travaillé pendant 6 ans dans un CAMS, qui est un centre d'action médico-sociale précoce, c'est-à-dire un centre qui accueille en ambulatoire des enfants de 0 à 6 ans avec leur famille, des enfants qui présentent un handicap ou une suspicion de handicap, puisqu'on est au début de la vie, donc parfois ce sont juste des difficultés et on se pose la question de s'il y a un handicap ou pas. Et ce, quel que soit le type de handicap. Donc, j'ai reçu des enfants avec des handicaps mentaux, moteurs, sensoriels, autisme, polyhandicap, etc. Dans ce cadre-là, j'ai fait passer beaucoup de tests de QI et d'autres tests pour pouvoir poser des diagnostics, justement, puisque c'était l'une des principales missions du CAMS. Ça, c'est la première part de mon expérience professionnelle. J'ai eu d'autres expériences professionnelles, mais c'est celle-là qui va être particulièrement importante pour la conférence de ce soir. Et l'autre expérience, c'est une expérience personnelle. Je suis maman de 3 enfants et l'un de mes enfants a reçu, il y a 8 mois, un diagnostic de dyslexie, une dyslexie qui était très lourde, qui touchait les différentes voies de la lecture, avec un pronostic qui était assez décourageant.
Et c'est à partir de ces deux expériences, aussi bien sur le plan professionnel que personnel, que j'ai alimenté ma réflexion. Et c'est le fruit de cette réflexion que je vais vous livrer ce soir. Voilà, je dis bonsoir aux autres personnes qui arrivent au fur et à mesure. Ça fait 5 minutes que la conférence a démarré et je sais que tout le monde arrive petit à petit. N'hésitez pas à me dire bonjour, bonsoir pour que je puisse me rendre compte de si vous êtes bien là. Et si, surtout si les commentaires fonctionnent pour être sûr que je réceptionne vos questions au fur et à mesure. Alors, donc cette conférence, je vous le rappelle, aura deux parties. D'abord, je vais vous parler de ma réflexion autour du diagnostic et des conséquences que cela peut avoir pour l'adulte et pour l'enfant. Et dans une deuxième partie, je vous donnerai des conseils précis sur comment aider votre enfant quand il a des difficultés scolaires pour qu'il ait ou qu'il reprenne confiance en lui. Alors, le diagnostic. Eh bien, pour tous les parents qui ont déjà reçu un diagnostic pour l'un de vos enfants, je vous invite déjà à réfléchir à ce que ça a impliqué pour vous au moment de l'annonce du diagnostic. Et maintenant, aujourd'hui, quelles répercussions ça a eu pour vous quand ce diagnostic a été posé? Que ce soit positif ou négatif, que ce soit douloureux ou au contraire que ça a permis de mûrir votre réflexion ou de vous mettre en action, etc. Pour ceux qui ne me regardent pas en direct, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, je vous propose même d'arrêter la vidéo tout de suite et de prendre un vrai temps pour réfléchir à ce que ça vous a fait et à ce que ça vous fait aujourd'hui et en quoi ça a été porteur ou pas pour vous. Et à partir de là, de revoir la suite de la conférence, puisque je vais maintenant vous exposer pour moi les aspects positifs et les aspects négatifs du diagnostic. Alors, je vais commencer par les aspects positifs. Deux choses à mes yeux. La première, c'est que quand on pose le diagnostic en termes de difficultés scolaires, que ce soit une 10 quelque chose, un TDAH, une précocité, peu importe, je trouve que cela permet de prendre pleinement conscience des difficultés de l'enfant. Avant le diagnostic, souvent les parents sont dans une espèce de brouillard, de discours intérieur, de est-ce que vraiment mon enfant a des difficultés? Est-ce que vraiment ce que j'observe, ce sont des difficultés et qui sortent de la normalité, qu'on pourrait parler de pathologique, qui créent de la souffrance chez mon enfant? Ou bien, est-ce que en fait c'est normal? Est-ce que ça va rentrer dans l'ordre? Finalement, tout le monde est différent, donc pourquoi mon enfant il serait pas différent aussi? Il aurait ses particularités, et puis c'est pas bien méchant, et puis c'est pas grave, et puis on va avancer avec, et puis de toute façon ça sortira, etc. Et tout ce dialogue interne entre eux, ces deux positions qui se disputent à l'intérieur du parent, peuvent créer beaucoup, beaucoup de tensions, prendre beaucoup d'énergie, et au moment où le diagnostic est posé, ça permet de calmer ces deux voix intérieures et de donner raison à celle qui disait mais oui, effectivement, votre enfant, à ce moment-là, il a des difficultés et ça cause des souffrances pour lui. Et ces difficultés, on va pouvoir en trouver des causes et des solutions, donc on va pouvoir avancer à partir de ces difficultés. Donc, au moment où on pose le diagnostic, pour le parent, ça peut être un immense soulagement de se dire, OK, c'est vrai, il y a des difficultés. Et maintenant, je vais pouvoir avoir une équipe de professionnels où je vais pouvoir trouver les ressources en moi pour aider vraiment mon enfant par rapport à ce que j'ai pleinement compris de ce qu'il avait comme difficulté. Dites-moi si vous-même vous avez vécu ce genre d'expérience et si vous avez ressenti ça vous aussi. Parce qu'évidemment, tous les parents ne passent pas par toutes les phases. Donc, faites-moi part de vos propres expériences. Pour moi, le deuxième aspect positif de quand on pose le diagnostic, c'est de sortir de la culpabilité et de la recherche de la faute. À qui la faute de ces difficultés, justement, ou de ce handicap? Est-ce que c'est moi, le mauvais parent, qui n'ai pas réussi à donner le meilleur pour mon enfant, alors que j'ai toujours voulu donner tout ce qu'il fallait pour qu'il réussisse et qu'il soit heureux et qu'il soit épanoui? Et pourquoi j'y suis pas arrivée? Qu'est-ce que j'ai fait? Et à quel moment j'ai fait une erreur? Et cela, pas dans une remise en question qui permet d'avancer, qui permet de se dire, OK, j'ai fait une erreur, maintenant j'avance, je vais corriger mes erreurs, etc. Non, ce sont des pensées avant le diagnostic qui peuvent être très culpabilisantes, au contraire, qui peuvent venir entacher votre personnalité, vous ronger de l'intérieur et comme je disais tout à l'heure, vous prendre énormément d'énergie, de temps, de disponibilité intellectuelle, mentale,
qui vous empêche en fait d'avancer et d'aider, d'accompagner réellement votre enfant. Le deuxième revers de cette culpabilité, elle peut être non pas tournée vers nous, mais tournée vers l'enfant de mais pourquoi il n'y arrive pas, pourquoi il n'est pas normal, qu'est-ce qu'il a fait qu'il ne soit pas normal comme ça, mais c'est pas possible, à son âge il devrait y arriver. Euh, et du coup, cette culpabilité, plutôt que de la tourner vers nous, on va la reporter sur l'enfant en lui mettant la faute sur lui. Et au moment où le diagnostic est posé, c'est juste bah non, en fait, il a des vraies difficultés. Et c'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Il en est incapable. Ce qu'on lui demande, certes, 90% des enfants de son âge y arrivent, mais lui, aujourd'hui, c'est pas possible. Et donc, le fait de poser le diagnostic à ce moment-là, ça peut aider le parent à avoir une autre image de son enfant déculpabilisante. Alors, je vois qu'il y a une question. Je n'y ai je n'y ai pas été confrontée, mais j'ai vu autour de moi beaucoup d'amis se sentant très coupables et culpabilisés. Oui, oui, les difficultés de l'enfant, effectivement, renvoient à beaucoup de culpabilité. Cette culpabilité, elle vient d'une croyance fondamentale qui est que l'erreur est une faute grave et que quand on se trompe, quand on n'est pas dans les rails, quand il y a quelque chose qui dysfonctionne, eh ben, c'est qu'on est une mauvaise personne. Et elle vient entacher notre personnalité complètement, entièrement. Et donc, c'est moi qui suis une mauvaise maman, qui ne sait pas donner le meilleur pour mon enfant, parce qu'il n'a pas tout comme les autres, parce que à cet endroit-là, il y a quelque chose avec lequel il n'est pas bien. Merci pour ce témoignage, Agnieszka. Voilà pour moi, du coup, les deux versants qui peuvent être positifs dans le diagnostic et qui peuvent permettre de soulager, de séréniser le parent et donc de lui permettre d'avancer et d'aller au-delà des difficultés, de trouver des ressources pour aider l'enfant. En revanche, il y a aussi des aspects négatifs que je vois au moment où on pose le diagnostic et surtout quand on garde ce diagnostic. Et à nouveau, j'aurais deux sujets de réflexion à vous proposer. La première, c'est que le diagnostic, quel qu'il soit, ce n'est qu'une grossière représentation des réelles difficultés de votre enfant. Quand on dit votre enfant est dyslexique, par exemple, la dyslexie, ça regroupe énormément de symptômes différents. Donc, il y a plein de livres qui vont lister plein de symptômes. Et dans sa réalité, l'enfant, il n'a qu'une partie de ces symptômes. Ce qui fait qu'un autre enfant qui a le même diagnostic n'a pas en fait tout à fait les mêmes symptômes et n'est en fait pas le même enfant. Donc, le diagnostic, c'est une grossière représentation de votre enfant. Et donc, attention à bien faire la différence entre l'être et l'avoir. Votre enfant n'est pas le diagnostic. Votre enfant n'est pas dyslexique. Il n'est pas précoce. Il n'est pas autiste. Il a une dyslexie. Il a de l'autisme. Il a une précocité. Et c'est hyper important cette différence. Parce que votre enfant, il est plein de choses. Il est un éventail de particularités, de spécialités qui en plus vont évoluer avec le temps. Il ne sera pas toujours la même chose. Il a une personnalité qui lui est propre, il a des goûts qui lui sont propres, il a des rythmes d'apprentissage qui lui sont propres. Et cette dyslexie, cet autisme, cette précocité, peu importe le diagnostic, ça n'est qu'une des particularités de toute sa personnalité et de toute sa globalité. Il y a un auteur dont malheureusement je ne me rappelle pas du nom, que j'avais étudié à l'époque où j'étais à la fac, qui disait qu'on doit faire attention entre l'enfant et le diagnostic. La vision que l'on a. Est-ce que l'on voit d'abord le diagnostic, la précocité, l'hyperactivité de l'enfant, ou est-ce qu'on voit d'abord l'enfant qui a plein de particularités, dont cette agitation, dont ce retard scolaire. Et cette vision qu'on a, elle est extrêmement importante parce qu'elle va changer tout notre regard sur l'enfant et donc tout notre regard sur ses potentialités, sur ses capacités d'apprentissage, d'évolution, d'être. Et ça, j'insiste très lourdement là-dessus parce que j'entends tellement de parents qui me disent « J'ai 3 enfants dont un autiste. » Oh non, t'as 3
3 enfants, dont un fan de foot, un autiste, et puis un fort en maths, j'en sais rien. Et puis, ce fort en foot, eh ben, il est aussi incompétent dans une autre matière. Et cet autiste, eh ben, il a aussi plein d'autres particularités qui font de lui ce qu'il est. Non, vous n'avez pas 3 enfants, dont un autiste, surtout pas. Et puis, je m'insurge aussi quand j'entends mon enfant, c'est un zèbre. C'est le nouveau terme à la mode pour définir la précocité. Mon enfant, c'est un zèbre. Mais non, votre enfant, c'est pas un animal avec 4 pattes et des zébrures. Votre enfant, c'est un enfant avec plein de particularités. C'est exactement pour moi la même chose qu'il y a quelques années, décennies, quand un enfant écrivait mal, on lui disait que c'était un cochon. Et encore aujourd'hui, un bébé qui s'accroche tout le temps à sa maman, on dit de lui que c'est un koala. Mais arrêtez, vos enfants ne sont pas des animaux, ce sont des enfants avec leur singularité. Ils ne sont ni zèbres, ni koala, ni cochons. Ils sont des enfants. Et peu importe que le zèbre soit un très joli animal, ça ne fait pas de cette comparaison une comparaison bienveillante. En disant de votre enfant qu'il est un zèbre, vous lui collez une étiquette énorme sur lui qui fait qu'il ne peut plus être rien d'autre qu'un zèbre. Imaginez si votre patron parlait de vous de cette manière-là. Imaginez si votre patron disait, alors moi j'ai une secrétaire, t'as pas idée ce qu'elle peut faire à la minute, elle est tout le temps en train de travailler, elle tapote dans tous les sens, elle déplace des dossiers de dingue, ma secrétaire c'est une fourmi. Alors moi en tant que secrétaire, je me sentirais hyper valorisée dans la première partie de la phrase, mais alors au moment où on me dirait que je suis une fourmi parce que je porte des dossiers importants, mais non, je suis pas un animal quoi. Donc voilà, votre enfant n'est pas le diagnostic, ne serait-ce que parce que le diagnostic est grossier et en plus parce qu'il a plein d'autres particularités. Deuxième aspect extrêmement négatif à mes yeux du diagnostic, c'est que le diagnostic n'est pas gravé dans le marbre. Ce n'est pas parce que aujourd'hui on pose le diagnostic de précocité ou d'hyperactivité ou de dysgraphie sur votre enfant que ça veut dire que dans 2 ans, 5 ans, 30 ans, il le sera encore. Et ça, c'est extrêmement important de se le rappeler. Dans ma formation à la fac, quand j'ai étudié les tests de QI, on nous l'a dit, redit et re-redit. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a des milliers de collègues psychologues qui l'ont oublié. Le test de QI, c'est une photo à un instant T dans un contexte bien particulier. Ce n'est pas gravé dans le marbre. Si un jour vous avez été diagnostiqué à 130 de QI, ça ne veut pas dire que vous aurez 130 de QI toute votre vie. Alors, si vous avez été diagnostiqué adulte, c'est vrai qu'à l'âge adulte, il y a beaucoup, beaucoup moins d'évolution. Donc, le test de QI, si on le refait régulièrement à l'âge adulte, il évolue beaucoup moins qu'à l'âge enfant. Mais moi, personnellement, dans les expériences que j'ai vues, j'ai eu un enfant qui, en l'espace d'1 an, a gagné 10 points de QI. 10 points, vous imaginez, c'est énorme 10 points de QI. C'est énorme. Ça veut dire que cette année-là, il a progressé bien plus que les autres enfants de son âge. Aucun test de QI n'est gravé dans le marbre et aucun diagnostic n'est gravé dans le marbre. Si vous avez été diagnostiqué dyslexique à l'âge de 9 ans et que vous en avez 30 aujourd'hui, peut-être que vous n'êtes plus du tout dyslexique. Peut-être que vous avez trouvé des stratégies, peut-être que votre cerveau, qui est très plastique, a réussi à se reconstruire différemment, à se modéliser différemment, et que aujourd'hui, vous n'avez plus aucun symptôme de dyslexie, d'hyperactivité, de précocité, etc. Ou peut-être pas. Oui, il y a des diagnostics, il y a des choses qui effectivement n'évolueront pas, et il y a des choses qui sont gravées dans nos gènes. Quelqu'un qui est porteur de trisomie 21, on ne va pas lui retirer son chromosome. Et son chromosome en trop, il a des répercussions sur son physique, sur son intellect et sur sa manière de gérer l'affectif. Oui, néanmoins, 2 personnes porteuses de trisomie 21 n'évolueront pas de la même manière. Et une même personne porteuse de trisomie 21 n'évolue pas de manière constante. En fonction d'un tas de paramètres liés à elle, liés à l'environnement, liés à l'alimentation, liés à plein de choses, donc on verra en deuxième partie de conférence, on peut évoluer. Rien n'est gravé dans le marbre, même s'il y a des choses qui effectivement ne pourront pas bouger, comme le chromosome en trop.
Mais il n'empêche que quand on a un diagnostic de trisomie 21, ça ne veut pas dire qu'on ne parlera jamais de toute sa vie, qu'on ne sera jamais autonome. Il y a certains adultes porteurs de trisomie 21 qui savent parler, même s'ils gardent des graves troubles de l'articulation, et qui savent être autonomes, même si c'est une autonomie relative. Voilà, rien n'est jamais gravé dans le marbre. Et ça, c'est extrêmement important de se le rappeler, surtout dans les moments de bas, quand l'enfant est vraiment en difficulté, quand il est dans des moments de palier où il progresse moins. Rien n'est jamais gravé dans le marbre. Toute personne au monde a des capacités d'évolution, même quelqu'un avec un polyhandicap. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ma réflexion sur le diagnostic, tant sur les aspects positifs que négatifs, selon moi, du diagnostic. Alors, je vois qu'il y a une question, Laetitia. Je suis tout à fait d'accord avec vous, car j'ai vu un enfant passer de 118 de QI à 141 en 2 ans. Ce n'est donc pas gravé dans le marbre. Merci Laetitia pour cette expérience absolument extraordinaire. 118 de QI, c'est un diagnostic de normalité. 118 de QI, entre 85 et 115, on est normal. Donc 118, bon, il y a 3 points de plus. On est dans la normalité, c'est-à-dire que 90% de la population fonctionne de la même manière que vous. 142 QI, c'est un diagnostic de précocité. Donc en 2 ans, cette personne est passée d'un individu normal à un individu précoce, hautement intellectuel. C'est extraordinaire. En l'espace de 2 ans, une telle évolution de QI. Extraordinaire, pas dans le sens anormal et rare. Non, dans le sens où ça change complètement la vision qu'on peut avoir du QI et ce qui est dit dans les médias et ce qui est dit par tellement de psychologues et qui est faux. Mais qui est faux. Bon, ça m'horripile parce qu'en fait c'est tellement grave pour l'enfant, pour l'adulte en devenir, pour son parent. Ça a des conséquences tellement dramatiques, justement en particulier sur la confiance en soi de ses enfants et de tous les autres enfants, tous les enfants qu'on traite d'animaux, que voilà, je m'en insurge. Voilà, j'en suis à tous mes états. Eh bien, nous arrivons à la moitié de cette conférence. Avant de passer au conseil sur comment aider votre enfant à gagner en confiance en lui malgré les difficultés scolaires, je vais faire le petit entracte avec les dates de l'accolade. Donc, que va-t-il se passer en octobre et en novembre à l'accolade en 2019? Dimanche 13 octobre 2019, une grosse journée. Il y a d'abord les ateliers Moi et les autres pendant l'après-midi. J'accueille les enfants de maternelle puis les enfants de primaire avec leurs parents pour un atelier sur les 5 langages de l'amour, donc tels qu'ils ont été décrits par Gary Chapman. Donc nous étudierons les 5 manières traditionnelles de dire son amour et de recevoir l'amour. Nous jouerons avec, nous les expérimenterons pour que l'enfant puisse identifier son langage préféré et puis que le parent qui soit avec lui puisse l'entendre et du coup le parler dans le quotidien. Donc ce sera un grand moment bien intense ensemble à vivre. Et le dimanche 13 octobre toujours, mais cette fois le soir à 20h30, démarreront les ateliers Frères et Sœurs sans rivalité. Ce sont des ateliers qui ont été mis en place par Faber et Maslich et qui permettent aux parents d'avoir des outils, des conseils précis sur comment faire pour favoriser la relation entre les enfants au sein d'une même fratrie, éviter les conflits, amoindrir les conflits l'aider, donner des outils aux enfants pour gérer leurs conflits. Donc, ces ateliers sont ouverts uniquement à des personnes qui ont déjà participé à des ateliers pour les parents, que ce soit des ateliers Faber et Maslich, discipline positive, Filiosa, Thomas Gordon, communication bienveillante, non violente, ce que vous voulez, mais que vous ayez déjà participé à au moins une session d'atelier. Le mardi 15 octobre à 19h45, il y a une conférence qui sera pile poil dans le prolongement de cette conférence-ci, puisque ce sera sur la confiance en soi des 0-6 ans, d'une manière générale, et ce sera à Carrière-sous-Poissy, c'est sans inscription et gratuit. Le mercredi 13 novembre, c'est le prochain Facebook Live, donc à 21h à nouveau, sur le thème du sommeil de l'enfant. Et le vendredi 29 novembre, conférence au Clé sous bois.
dans les Yvelines, sur le thème Aider mon enfant à être un élève. Donc ce sera pareil, ce sera vraiment dans la continuité de cette conférence-ci. Et c'est sur inscription, c'est à nouveau gratuit. Vous aurez plus de précisions sur le site internet lacolade.org ou la page Facebook que vous êtes en train de suivre actuellement, donc la page Facebook de l'Accolade. Toutes les informations y sont répertoriées et vous pouvez vous inscrire sur la page Facebook ou en message privé ou par mail à ségolène@lacolade.org. Voilà pour cette page de publicité pour cet entracte. Eh bien, nous reprenons sur la conférence. En première partie de conférence, je vois qu'il y a des personnes qui nous rejoignent en cours de route. Donc, je fais un très bref rappel. J'ai parlé de mon point de vue par rapport au diagnostic en donnant deux aspects positifs. Pour moi, quand un diagnostic est posé, l'avantage, c'est que ça permet de prendre la mesure des difficultés, de prendre pleinement conscience des difficultés de l'enfant. Et le deuxième avantage, c'est de sortir de la culpabilité qui nous ronge par rapport au diagnostic, aux difficultés de l'enfant. En revanche, les aspects négatifs que moi je peux voir, c'est que le diagnostic n'est qu'une grossière représentation de la réalité de votre enfant, de la réalité des difficultés de l'enfant. Donc attention à ne jamais faire passer le diagnostic avant ce que vous observez en réalité de votre enfant. Et deuxièmement, le diagnostic n'est jamais gravé dans le marbre. Tout est possible, toutes les évolutions sont possibles et donc votre enfant peut évoluer. Tous les enfants de toute la planète peuvent évoluer. Et donc, maintenant, nous voici arrivés à cette partie si importante de cette conférence. Comment aider son enfant à gagner en confiance en lui malgré les difficultés. Ben, mon premier conseil, il va couler de source après tout ce que je viens de raconter, déjà en changeant son regard sur l'enfant. En arrêtant de qualifier son enfant par rapport au diagnostic qu'il a et en ayant ce discours par rapport à l'enfant. Oui, aujourd'hui, je me rends compte, je sais à quel point tu es en difficulté et à quel point c'est douloureux et difficile pour toi. Et en revanche, j'ai la conviction intime que tu es capable de dépasser ces difficultés et que ensemble, on va y arriver. Je sais que ces difficultés, ça n'est pas tout toi, qu'il y a plein d'autres choses qui te représentent et qu'on va aussi pouvoir parler de tout ça en ayant ce discours auprès de l'enfant. Pas une fois de manière formelle. Évidemment que ça peut être fait une fois de manière formelle, mais dans toutes les petites choses de la vie, du quotidien, dans toutes les petites réflexions que vous pouvez avoir, dans toutes les fois où vous avez votre maman au téléphone et que vous lui racontez là où vous en êtes et que potentiellement l'enfant entend même s'il n'est pas dans la même pièce que vous, dans toute la manière dont vous transpirez, la manière dont vous vous positionnez par rapport au diagnostic, l'enfant va le ressentir et du coup va pouvoir le vivre lui aussi et le prendre pleinement à l'intérieur de lui, le comprendre pleinement, l'intégrer pleinement. Voilà. Seulement, ça ne suffit pas toujours de juste changer son regard sur le diagnostic. Et parfois, votre enfant va arriver à bout de souffle, épuisé, ou peut-être horripilé, agacé, énervé, en colère par rapport à ce diagnostic. Et il va vous le dire, je suis nul en maths, j'y arriverai jamais, c'est nul, mon prof est insupportable. Non, il vous le dira pas comme ça. Mon prof, c'est un... J'en peux plus, j'en ai marre, je veux plus aller à l'école. Et alors là, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Et bien là, votre enfant, il a vraiment besoin de se sentir rejoint là où il en est tout de suite. Tout de suite, il en a ras-le-bol. Et si vous lui donnez des conseils, si vous essayez de minimiser les difficultés, de trouver du positif, il n'en est pas là, lui. Et il risque soit de vous rentrer dedans, soit de fuir, de couper, de dire, bon, écoute, c'est le moment. Votre enfant, à ce moment-là, il a besoin de se sentir rejoint, de se sentir accueilli là où il en est, dans ses souffrances, maintenant, tout de suite. Ça ne veut pas dire que vous allez enfoncer le clou, ni que vous allez dire que vous êtes d'accord avec lui sur le fait qu'il est nul en maths et qu'il n'y arrivera jamais dans la vie. Ça veut juste dire que vous allez accueillir ses émotions maintenant, tout de suite. Et ça s'appelle de l'empathie. Comprendre là où il en est tout de suite et l'accueillir dans là où il en est tout de suite. Concrètement, dans les phrases, ça peut se traduire par « Oh là là, j'ai l'impression que tu te sens vraiment en difficulté par rapport aux maths. Oh là là, t'es en colère comme ça, à ce point, quand tu vois tes mauvaises notes en maths. Je ne m'étais pas rendu compte que ça pouvait être difficile comme toi. » Je m'interromps une seconde parce qu'il y a un message qui s'est passé là.
et je comprends rien, je peux plus vous voir. Je suis désolée, j'ai un petit bug informatique. Voilà. Ah mince. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous me voyez toujours? Vous êtes toujours là? Vous pouvez me dire que si quelqu'un peut me dire si vous êtes toujours là? Moi, je vous vois. Je suis désolée, j'ai un petit bug informatique. C'est la première fois que ça arrive. Je ne vous vois pas répondre. Est-ce que quelqu'un peut me dire bonjour pour être sûr que je vous capte toujours? J'ai pas de bonne réponse. Ah, merci. Vous me voyez. Bon, super. Me voilà rassurée parce que j'étais pas bien sûre. Donc, je reprends. Désolée pour cette coupure. Merci Agnieszka. Donc voilà, donc l'enfant comme ça se sent accueilli, il se sent rejoint. Et quand il a pu vraiment pleinement vider son sac, à ce moment-là seulement, vous allez pouvoir lui donner vos conseils. Vous allez pouvoir optimiser, vous allez pouvoir positiver, mais seulement, uniquement quand il aura fini de vider son sac et qu'il aura les oreilles pour pouvoir vous entendre. Tant qu'il est dans ses ruminations, il n'a pas les oreilles pour ça. Il ne peut pas entendre ce que vous avez à lui dire. Alors, oui, merci pour tous vos commentaires. Vous me voyez, vos commentaires doivent arriver un peu parce que je ne les vois que maintenant. Un autre conseil que je voulais vous donner, c'est plutôt que de vous focaliser sur les résultats, et donc en l'occurrence les notes par rapport à l'école, c'est de vous focaliser plutôt sur les efforts fournis. Et donc d'avoir ce discours-là auprès de votre enfant. Plutôt que de lui dire alors t'as eu quelle note, oh là là telle note, ah génial, c'est super, ça y est, t'as une super note, ou alors oh là là, pas terrible, bon allez c'est pas grave, tu y arriveras mieux la prochaine fois. Plutôt que de faire plein de commentaires sur les notes, c'est de focaliser toute votre attention sur l'effort fourni pour arriver à ce résultat. Ouais, j'ai vu, t'as révisé à ce moment-là, et puis tu t'es donné ce mal-là à ce moment-là, et puis pendant le contrôle, comment tu te sentais, comment t'étais, est-ce que t'arrivais vraiment à mettre toute l'énergie qu'il fallait pour y arriver, pour répondre aux questions, ou est-ce que c'était difficile pour toi, est-ce qu'il y avait des choses qui te trottaient dans la tête qui faisaient que t'étais pas pleinement présent à ton contrôle? Voilà, vraiment focaliser votre attention sur l'effort fourni. Parce que ça, l'enfant, il pourra toujours avoir du contrôle là-dessus. L'effort, c'est lui qui dose, avec un bémol malgré tout, parce que quand on est démoralisé, quand on n'en peut plus, l'effort, on ne peut plus le fournir. C'est pas qu'on veut plus le fournir, c'est qu'on ne peut plus le fournir. Donc, ça reste quelque chose qui peut être difficile. Néanmoins, c'est quelque chose sur lequel il peut avoir une action plus facilement que sur le résultat directement. D'autant plus si vous savez que ces difficultés sont de telle ampleur que de toute façon, c'est pas cette année qui va rattraper le niveau dans telle matière. Voilà, se focaliser sur le résultat, allez, on oublie, c'est pas grave. Moi, je regarde pas les notes, je signe, mais c'est pas ça qui est important pour moi. Ce qui est important pour moi, là, vraiment, c'est tous les efforts que tu vas fournir, tous les progrès que tu vas faire, et chaque progrès pour moi, c'est ça qui est vraiment important. Et ça, pas uniquement par rapport à ces difficultés, mais dans tous les aspects de la vie quotidienne, parce que finalement, c'est une manière de vivre, une philosophie de vie que vous allez transmettre à votre enfant, pour tout. Et donc, moi, par exemple, c'est quelque chose que je fais avec tous mes enfants, quand bien même j'en ai deux qui ont absolument aucune difficulté particulière. Pour moi, tout ce qui est important, c'est toujours l'effort fourni. Et à chaque fois qu'ils me disent, ouais, ça, j'y arrive pas, c'est nul, machin, d'abord, j'accueille en empathie, soit. Et ensuite, je leur dis, mais tu sais, tu y arriveras quand tu y arriveras si tu te donnes tous les moyens et peut-être que tu y arriveras comme ça. Essaye plein de fois et c'est sûr, il y a plein de fois où tu vas rater, mais peut-être qu'au bout d'un moment, tu vas finir par y arriver. Et ça pour tout, qu'ils aient envie d'apprendre à claquer des doigts, qu'ils aient envie d'apprendre à grimper dans un arbre, peu importe l'effort, le résultat qu'ils ont envie d'obtenir, toujours, je valorise l'effort. Tant et si bien que mes enfants, ils ont ce discours en permanence maintenant entre eux. C'est vraiment quelque chose qui est une croyance fondamentale chez eux, qui est un automatisme chez eux. Ils réfléchissent même plus à la question. C'est ouais, je suis en difficulté par rapport à ça. C'est pas grave, je vais me donner tous les moyens pour y arriver. Et pourtant, j'ai jamais parlé du résultat, je ne parle que de l'effort. Un autre conseil, les enfants apprennent par mimétisme. Je vous apprendrai rien là-dessus. Les enfants, voilà, on connaît la petite fille de 18 mois qui se balade avec les talons de sa maman et le sac à main et qui imite sa maman en tout point. Les enfants apprennent par mimétisme parce que notre cerveau est conçu comme ça, on a des neurones miroirs qui font qu'on va apprendre par mimétisme, tout simplement. Et ben ça fonctionne pour tout. Et donc, vous-même, quand vous ratez un truc et vous dites « Ah, mais qu'est-ce que je suis bête !» Qu'est-ce que vous enseignez à votre enfant à ce moment-là? Alors que si dans ce moment-là, vous dites « Oh, j'ai complètement raté mon truc, je suis hyper frustrée, je suis dégoûtée, mais je vais faire les efforts nécessaires pour y arriver la prochaine fois. » Alors là, vous lui enseignez la persévérance.
Et là, vous lui enseignez à gagner en confiance en lui en fournissant les efforts nécessaires. Donc, soyez les modèles de vos enfants. C'est pas un scoop que je vous dis là, mais je pense que c'est vraiment important de se rappeler parce que j'entends trop de fois les adultes eux-mêmes dire ah mais qu'est-ce que je suis bête. Personne n'est bête, personne n'est nul. On est tous en apprentissage et on fait tous des erreurs. L'erreur fait partie intégrante de la vie. Un autre conseil, et ça vraiment lié au fait que votre enfant, vous avez pleinement pris conscience qu'il avait des difficultés scolaires, qu'il avait un diagnostic, et ben c'est proposer des aides réellement adaptées. Et alors là, pour avoir moi-même connu ce parcours du combattant par rapport à mon enfant qui a reçu ce diagnostic il y a pourtant que 8 mois, je vous invite vraiment à vous élargir à plein d'aides différentes qui vous sont proposées. Les propositions à l'heure actuelle ne sont pas juste de l'ordre du psychologue, de l'orthophoniste, du psychomotricien. Il y a plein d'autres corps de métier qui peuvent aider et je trouve que c'est extrêmement riche d'aller voir d'autres corps de métier. Certains qui sont également remboursés par la Sécu, mais qui sont pas suffisamment connus. Tout simplement la dyslexie. Ok, l'enfant il a du mal à voir la différence entre le B et le D. Vous avez vérifié la vision? Moi, pour mon fils, personne ne m'a posé la question. Personne ne m'a dit mais retourne voir l'ophtalmo. L'ophtalmo, il m'a dit tout va très bien. Ouais, ok, d'accord, mais va voir l'orthoptiste. Est-ce qu'au niveau musculaire, il arrive à coordonner ses yeux? Ah bah, pour mon enfant, ça a été juste spectaculaire. En fait, il n'y voyait rien. Forcément qu'il peut pas lire. Il n'arrivait pas à coordonner ses yeux pour lire. Il n'arrivait pas à converger. Donc, il regardait avec un œil ou avec l'autre, mais pas avec les deux en même temps. Donc, orthoptiste qui est remboursé par la Sécu, mais qui n'est pas suffisamment conseillé à mon goût. Et puis plein d'autres corps de métier qui sont méconnus, qu'on appelle les méthodes alternatives et qui ne devraient pas être des méthodes alternatives, mais juste être dans le panel de tout ce qu'on propose. Je vais vous les dire en vrac, je ne vais pas prendre le temps de les développer parce que ce n'est pas l'objet de la conférence, mais je vous invite à les regarder sur Internet parce qu'il y a plein d'informations concernant ces différentes méthodes. Alors, je vais vous donner uniquement celles que je connais, que j'ai expérimentées, qui ont été extrêmement porteurs pour mon enfant. Il existe la Brain Gym, Brain comme le cerveau, B-R-A-I-N, Gym comme la gymnastique. Il y a la réintégration des réflexes archaïques. Je vous laisse regarder sur Internet ce que c'est. Il y a la méthode Tomatis, T-O-M-A-T-I-S. Il y a le psychologue qui peut aider à dépasser des stress, des manques de confiance en soi, etc. Il y a des ergothérapeutes, éducateurs spécialisés. Voilà. Est-ce que j'avais noté d'autres choses sur mon petit papier? Il me semble que je vous ai dit tout ce que je connais. Mais il y a encore d'autres méthodes. Voilà, je pense à la méthode Vitos, par exemple, pour aider les enfants qui ont des difficultés à se concentrer. La méditation en pleine conscience, même qui est pour tout d'un chacun, hein, mais qui peut aider les enfants hyperactifs en particulier. Voilà, je vous les ai balancés en vrac. Je vous invite à aller les regarder à la fin de la conférence sur Internet. Il y a plein d'informations, donc vous trouverez tous ces outils après. Voilà. Et puis voilà, allez, renseignez-vous sur Internet, allez sur des groupes Facebook spécifiques au diagnostic qui a été proposé, allez vous renseigner sur tout ce qui fait. Enfin, moi, je sais quand le diagnostic a été posé, j'en ai parlé à toute la planète pour avoir le maximum d'informations possibles et réussir le plus possible à comprendre les difficultés de mon enfant qui, au final, n'a quasiment jamais vu d'orthophoniste et qui a fait des progrès juste extraordinaires. Et c'est pour ça aussi que je donne cette conférence après 8 mois de prise en charge, parce que quand je vois tout ce que ces méthodes dites alternatives ont apporté à mon enfant et les progrès extraordinaires qu'il a fait grâce à ces méthodes alternatives, dites alternatives, et que finalement, sans orthophonie, il a quasiment dépassé ses difficultés et qu'aujourd'hui il lit, alors ça reste difficile pour lui de lire, il a encore une lecture lente, mais avec un plaisir, vous n'avez pas idée à quel point, et c'était insoupçonnable il y a quelques temps encore. Voilà. Et ce qui me semble extrêmement important, c'est de permettre à l'enfant d'être le plus autonome possible, le plus décideur possible
dans la prise en charge de ces difficultés. Donc, oh là là, j'ai encore des difficultés. Alors, excusez-moi, mais non, je ne peux pas redémarrer mon ordinateur. Je suis désolée, ce soir, mon ordinateur me fait des caprices. Il m'embête. Du coup, je disais, oui, votre enfant, qu'il soit acteur, décideur de sa prise en charge, de sa rééducation, les aides que vous allez pouvoir apporter. Permettez-lui d'être le plus autonome possible par rapport à ça. Passer des temps off avec votre enfant. Quand j'appelle un temps off, c'est en dehors de l'heure des devoirs, en dehors du stress, en dehors des moments de crise. Voilà, un moment où tout le monde est bien, tout le monde est serein, et vous prenez ce temps pour vraiment discuter avec lui d'où il en est. Voilà, tu as beaucoup de mauvaises notes en maths en ce moment, je l'ai remarqué, je sais que c'est des sources de souffrance pour toi. Comment tu te sens? Comment tu le vis? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et puis, dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour t'aider? Moi, j'avais pensé à ça, ça et ça. Et toi, à quoi tu penses? Qu'est-ce qui serait important pour toi? On avait démarré telle prise en charge. Comment tu le sens aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui ne l'est plus? Voilà. Laissez vos enfants les plus acteurs possibles. Regardez vous-même dans votre entreprise, quand on vous impose des choses, bah, pas forcément envie de les faire. Bon, on les fait sous la contrainte, mais on les fait pas avec une vraie motivation. Quand on vous demande à vous-même d'être porteur du projet, de prendre des responsabilités, des initiatives par rapport à ce projet, de vous donner votre avis par rapport au projet, ah bah là, du coup, d'un seul coup, vous avez une vraie motivation à faire les choses et à être moteur là-dedans et à trouver vos propres solutions. Et parfois, les solutions qui ont été proposées par les autres ne sont pas les bonnes solutions parce que ce ne sont pas les vôtres. Et les solutions que vous trouverez seront bien plus aidantes pour vous. Et bien, votre enfant, même s'il a 5 ans, parfois, il est capable de trouver ses propres solutions, ses propres ressources. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Merci Marie pour ton commentaire. Ça fait du bien de réentendre ces phrases pleines de bon sens. Merci beaucoup pour cette gratitude. Ça me touche énormément. J'espère que cette conférence vous aura aidé, qu'elle vous aura donné des outils de réflexion, des conseils que vous allez pouvoir mettre en place dans votre quotidien. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à taguer vos amis pour qu'ils puissent eux aussi en bénéficier. Et puis, je vous retrouverai donc pour le prochain Facebook Live sur le thème du sommeil ou en direct dans des conférences en direct ou pendant les ateliers. Et puis, très prochainement, je vais mettre en place une formation en ligne. Donc, il y aura plusieurs vidéos, de plus courtes vidéos que je vais vous proposer dès les semaines à venir. Et la formation en ligne, j'espère qu'elle apparaîtra d'ici 6 mois. C'est le temps que je me donne pour la finir. S'il n'y a pas d'autres questions, je n'en vois pas d'autres, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à très vite à l'accolade. Au revoir et merci pour votre participation.